Bienvenue. Monte dans le train est un podcast où j'explore différentes disciplines sportives à travers le parcours de celles et ceux qui les vivent au quotidien. Des sports que je connais mal, des parcours moins médiatisés, des professionnels qui se battent chaque jour pour faire ce qu'ils aiment. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Samuel Dionne. Bonjour Samuel. Bonjour. Samuel est ancien joueur, joueur actuellement de rugby à 13, mais il a joué au niveau national au rugby à 13 et éducateur fédéral, c'est bien ça? Exactement, entraîneur fédéral. Et il va nous faire le plaisir aujourd'hui de venir nous parler de sa discipline qu'on va découvrir ensemble. Alors Samuel, pour commencer, on va parler de ta vie de manière générale. Peux-tu nous dire en quelques mots qui est Samuel Dionne? Samuel Dionne, c'est un éducateur sportif qui est maintenant aussi responsable de formation au sein de l'IRSS. Surtout sur les activités de la forme, mais j'interviens aussi sur différents modules, rugby, course d'orientation. Moi, ma pratique sportive initiale, ça a été le rugby à 13 du coup. J'ai toujours joué depuis mes 10 ans, donc maintenant ça fait 18 ans. À la base je voulais pas du tout commencer le sport, j'aimais pas ça et c'est un pote à moi qui m'a dit allez viens essayer, tu vas voir ça va être sympa et depuis c'est rigolo de se dire que c'en est devenu mon métier de former les gens au sport si je peux dire ça comme ça et je suis passé par différents clubs, j'ai aussi fait d'autres disciplines sportives, un petit peu d'athlé, un petit peu de hand, j'ai fait beaucoup de musculation. Forcément pour la préparation physique en lien avec le rugby, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais globalement, j'ai fait beaucoup de rugby à 13 quoi. J'ai fait un petit peu de rugby à 15, 3 ans au total, sur mes 18 ans on va dire de carrière sportive dans le rugby. Mais donc voilà. Très bien. Tu dis qu'avant tu n'aimais pas du tout le sport, ça veut dire que vers quel âge s'est jouée la transition? En fait ça s'est joué quand j'étais en 6ème, donc j'avais 10-11 ans. Et vraiment avant ça, alors c'est pas que j'aimais pas le sport, mais disons que j'en faisais que à l'école. Et vraiment c'est mon ami Maxime, avec qui je suis toujours en lien puisqu'on fait toujours du rugby ensemble, qui m'a dit un jour mais viens essayer, tu vas voir ça va être sympa. Et en fait c'est là où vraiment j'ai découvert le rugby avec cet aspect cohésion, cet aspect motivationnel à plusieurs et juste le plaisir de cette pratique. Voilà. D'accord. Niveau environnement familial, comment était le sport? Quelle place il prenait dans ton environnement quand tu étais petit? Alors moi, mon père, il a fait beaucoup de sport étant plus jeune. Il a fait beaucoup de sport de combat, donc pour lui, c'était hyper important que je fasse du sport. Et en fait, c'est drôle puisque quand j'étais tout petit, il a essayé de m'emmener faire du karaté, du taekwondo, et vraiment, je prenais pas. Je restais assis à regarder, je voulais pas. Et elle, ma mère, elle a fait un petit peu de hand, mais elle est quand même moins sportive que mon père. Ce qui fait qu'elle me laissait un petit peu plus tranquille, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui posait problème pour toi dans les sports de combat? Je pense que c'est la pratique en elle-même qui m'intéressait pas plus que ça. Le fait ça va être un peu contradictoire, mais le fait de devoir faire une opposition directe avec quelqu'un en donnant des coups, c'est pas quelque chose qui moi m'attirait et qui ne m'attire toujours pas d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que j'avais pas d'appétence en particulier sur les sports de combat. Ça c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure, l'aspect appréhension des coups dans ce type de sport de contact. Maintenant, est-ce que tu peux me dire quel est ton tout premier souvenir lié au sport, même s'il est arrivé donc à cet âge de 11 ans ou avant, qu'il soit positif ou négatif, mais quel est ton tout premier souvenir de sport? Là, comme ça, d'entrée de jeu, je pense que c'était... Alors, je devais avoir 7-8 ans. Et en fait, on était dans la cour de récréation. Et notre professeur nous donnait un cours de sport. Et c'était, je crois de mémoire que c'était un épervier ou quelque chose comme ça. Et en fait, je me rappelle que typiquement, comme j'étais très en surpoids, en fait, les élèves, les autres enfants, ils étaient très contents que ce soit moi en premier pour passer, parce que comme ça, tout le monde pouvait passer. Moi, j'avais du mal à les toucher, etc. Donc, pas hyper positif. Et sur le moment, en fait, avec le recul, je me dis que ça avait quand même un impact fort. Mais sur le moment, je me disais juste, c'est nul l'épervier, quoi. D'accord. Oui, donc tu as cet aspect-là où tu avais ce problème de surpoids quand tu étais plus jeune. Ouais.
et peut-être que le sport t'a aidé derrière avec ça ou Ouais, bien pas sûr. forcément en lien? Bah, en fait, le sport m'a permis de maintenir mon poids. Et vers la 4e, 3e, là, j'ai eu une grosse poussée de croissance, ce qui fait que physiquement, j'ai un petit peu changé aussi. Mais j'ai jamais vraiment fait. Enfin, pour moi, mon image avait une importance quand même, mais pas de là à me dire, bah, enfin, mon poids n'avait pas non plus un facteur très très important dans mon quotidien, quoi. Si j'avais envie de manger, je mange. Si j'avais envie de faire du sport, je faisais du sport. J'avais pas de limitation en particulier. D'accord. Et le regard des autres, tu disais justement, les autres étaient contents. Est-ce que c'est quelque chose qui te touchait quand tu étais petit? Ouais, alors pas en école primaire, mais au collège, j'ai déjà subi du harcèlement à cause de ça. Donc ouais, à un moment, forcément, ça impacte quand même un petit peu. Mais j'ai toujours essayé de passer au-dessus. Et en fait, c'est là aussi où je m'y suis retrouvé au rugby, c'est-à-dire que peu importe ton physique, bah, en fait, tu as ta place parce que bah, si tu es fin, globalement, et que tu cours vite, bah, tu vas à l'aile. Si t'es costaud, tu vas plutôt aller devant pour aller percuter. Enfin, et il n'y a pas de jugement entre les joueurs. C'est que tout le monde, dès le plus jeune âge, a conscience que bah, chacun a son rôle. Et en fait, c'est un collectif qui fait qu'on arrive à gagner ou non les matchs. D'accord. Voilà. Intéressant. Et du coup, de cette expérience aussi, est-ce que tu, en tant qu'éducateur, es très attentif, j'imagine, aux mots qui peuvent être dits entre les joueurs? Et alors, on parle de rugby, mais je sais que tu as ce rôle d'éducateur aussi en milieu scolaire. Donc du coup, là-dedans aussi, est-ce que tu es attentif à ce qu'il n'y ait pas de rire, par exemple, quand quelqu'un rate un truc ou voilà, parce que personnellement, je suis sensible à ça. On en avait déjà parlé auparavant. C'est intéressant de savoir un petit peu comment tu gères ça. Par exemple, si tu t'occupes je sais que tu t'occupais de jeunes, donc de U12, U13. Ouais. S'il y a un nouveau joueur qui débute et qui rate quelque chose et que les autres rigolent, comment tu réagis à tout ça? Bah moi en soi, typiquement, j'ai toujours eu un maître mot pendant toutes mes années en tant qu'éducateur, notamment chez les catégories jeunes. C'était de éducateur, éduquer. Et pour moi, en fait, il y avait des règles de base à respecter, à savoir le respect de tous. Et en fait, directement, ça là-dessus, je suis content, c'est qu'ils ont très vite compris les règles de groupe, à savoir que, bah en fait, quand il y a quelqu'un qui débute, on lui laisse du temps pour se développer, on va pas se moquer. S'il y en a, ça fait plusieurs années qui ont du mal. Bah en fait, c'est pas grave, on est tous là ensemble, plutôt que de se moquer, tu vas le soutenir, tu vas lui apporter des conseils. Et là-dessus, je pense avoir passé énormément de temps à corriger certains comportements qui font que, bah en fait, à la fin, on avait un groupe qui était vraiment soudé et tout le monde s'entendait avec tout le monde. Tout le monde se respectait. Exactement. Alors après, de là à ce qu'ils soient tous amis, non, mais en fait, il y avait toujours cette sphère où ils se disaient, bah en fait, au moins bonjour. Ils allaient discuter un petit peu. Voilà, ils n'étaient pas amis, mais ils étaient au moins potes de rugby, quoi. Bien sûr. Voilà. À partir de quand tu t'es dit ça peut être sérieux? C'est-à-dire que ce n'est plus juste un espace de liberté comme tu semblais le dire au départ. À partir de quel moment tu t'es dit bah pourquoi pas faire ça en professionnel? Et bah c'était quand j'avais 13 ans, je pense, 13-14 ans, donc 3-4 ans après. En fait, j'étais donc en sélection départementale pour le rugby à 13. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment, et je remercie encore une fois mes parents pour l'investissement qu'ils ont donné, on en parlait tout à l'heure, la place du sport. C'est-à-dire que j'avais entraînement le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Et mes parents, à chaque fois, ils m'ont emmené. Ils ont attendu au bord du terrain, ils m'ont ramené. Puis quand j'avais match, s'il y avait besoin de faire les déplacements, ils venaient aussi. Enfin, vraiment, ils se sont beaucoup investis. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, le rugby, ouais, en fait, je mange rugby, je dors rugby. Je pense qu'à ça, même en cours, j'étais vraiment concentré que par l'idée de le soir aller m'entraîner. Et c'était d'ailleurs un élément pour mes parents pour m'inciter à aller en cours parce que j'avais un peu de mal avec le système scolaire. Alors, j'étais pas perturbateur ou quoi, mais je prenais pas de plaisir à aller en cours. Et par contre, la règle, c'était, en fait, si tu vas pas en cours, tu peux pas aller au rugby, ce qui est normal. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai fait les tests de sélection pour rentrer en centre de formation à Salon de Provence, donc dans le sud. Et j'ai été admis. Alors, j'ai pas pu partir
pour différentes raisons. Mais en fait, de là, je me suis dit, en fait, je peux peut-être faire quelque chose, au moins dans le monde du rugby, que ce soit peut-être pas en tant que professionnel, rugbyman professionnel, mais peut-être tout ce qui est autour, quoi. D'accord. Comment justement est construit cet écosystème au niveau du rugby à 13? Tu parles de Salon de Provence, c'est ça? Ouais, Salon de Provence. Comment ça fonctionne en France? Parce que c'est un sport. Alors déjà, qu'on se le dise, déjà le rugby de base, en fonction de où tu habites, tu as plus ou moins facilement accès à un club, comparativement au foot par exemple, où tu as vraiment des clubs dans tous les tout petits bleds qui existent. Bien sûr. Et j'imagine que le rugby à 13, c'est encore plus sélectif là-dessus. Donc comment ça se passe? Voilà. Eh ben en fait, le rugby à 13, c'est une toute petite fédération. Il y a moins de 20 000 licenciés par rapport au foot où je crois que ça se compte en millions. Voilà, c'est vraiment tout petit et c'est très localisé dans le sud et notamment le sud-est de la France. Voilà. Donc ça fait que nous qui vivons par exemple à Nantes, c'est quand même assez compliqué de faire des déplacements parce que si je prends l'exemple cette année, donc moi qui joue encore, notre déplacement le plus proche il est dans le Lot-et-Garonne. Donc on a minimum 4h30 de route aller pour faire un match. Voilà. L'écosystème du rugby à 13 français en fait il est très c'est un sport on va dire qui est assez chauvin, qui a du mal à se développer et qui est vraiment ancré dans les petits villages. Voilà, là si je te parle de petits villages comme le week-end dernier, j'avais des déplacements à Saint-Pierre-de-Trivizy, voilà, ça te parle pas. Voilà, c'est à côté d'Albi, par exemple. En fait, c'est vraiment très terroir, très petit. On est vraiment sur des villages là où le rugby à 15 a pu se développer à plus grande échelle. Au niveau national, vraiment, il y a des clubs partout. Même si effectivement, on n'est pas sur l'ampleur du foot. Je prends l'exemple ici à Nantes. Effectivement, peu importe la commune, on verra un club de foot, alors que il y aura pas des clubs de rugby à tout va, quoi. Donc voilà un petit peu l'écosystème du rugby à 13 français. Il est très fermé, très petit par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Australie, ou par exemple l'Australie, c'est le rugby à 13, c'est le sport le plus vu là-bas, le plus regardé. D'accord. Et toi, comment tu as été attrapé par le rugby à 13? Comment tu as trouvé le rugby à 13? Là, du coup, c'est par l'intermédiaire de mon ami Maxime. Et en fait, ce qui a fait que je suis resté à 13 et pas à 15, parce qu'on m'a déjà proposé quand j'étais petit de basculer à 15 et faire que du 15, c'est toutes les règles qu'il y a autour du rugby à 13 et le dynamisme qu'on peut avoir autour. Parce que on a tendance, quand on discute avec des rugbyman qui font du 15, ils vont avoir tendance à dire que le rugby à 13 c'est un jeu de bourrin, c'est très fermé, ça va juste percuter, mais c'est faux. En fait, c'est plutôt de la recherche d'espace et on joue beaucoup sur de la contre-attaque, donc ça demande beaucoup d'analyse de jeu. Et en fait, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est être capable d'analyser le jeu sur un temps très court et se dire ok, là faut faire ça, faut faire ça, et du coup directement derrière, en fait, on peut marquer ou non, quoi. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. L'histoire du rugby. Avant l'interview, j'ai découvert l'existence par Samuel du rugby à 9. Tu vas nous en dire plus. Je connaissais A15, A7 et j'ai découvert A13 par ton biais en 2019. J'en avais jamais entendu parler avant, pour te dire. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est né le rugby, comment ça s'est développé, et pourquoi il y a, contrairement à d'autres sports comme le football, autant de variantes de la même activité? Déjà, donc, le rugby à la base, ça a été créé en Angleterre par un gars qui en avait marre de jouer avec le pied. Du coup, il s'est dit, je vais prendre le ballon dans les mains et je vais le mettre dans le but. Suite à ça, ça a un petit peu évolué quand même. Il y a eu des règles. Effectivement, on en parlait un petit peu en amont, mais il n'y avait pas de nombre précis de joueurs. Et en fait, à un moment, ça a décidé d'évoluer un petit peu dans le sens où le rugby à 15 a été démocratisé plutôt pour les personnes nobles et en fait le rugby à 13 pour les personnes ouvrières. Et de là, en fait, c'est créé une différence entre les deux. Et ensuite, ça a été importé en France et puis ça s'est développé petit à petit. Pourquoi il y a autant de variantes? Parce que oui, la fédération de rugby à 15, dans celle-ci, donc il y a le rugby à 15, il y a le rugby à 11, il y a le rugby à 7, il y a le rugby à 5, il y a le touch, il y a une autre fédération de touch rugby. On a la fédération de rugby à 13, où dedans on a le rugby à 9.
On a le rugby fauteuil pour les personnes en situation de handicap. Enfin, vraiment, il y a plein de variantes. Qui n'existe pas dans la fédération de rugby à 15. Exactement. Okay. Voilà. Donc en gros, au total, on peut avoir une dizaine de rugby différents, puisque ça en fait partie aussi, mais on a le beach rugby. Enfin voilà, c'est plein de variantes. Et ça a été proposé parce que l'objectif était de proposer du rugby pour tous. Et effectivement, quand on est dans un petit club de rugby à 13 et que on n'arrive pas à avoir assez de monde, il a bien fallu trouver des adaptations par exemple. Donc la solution, c'était le rugby à 9. Voilà. On garde les mêmes règles. Par contre, on diminue. Non, pas sur les matchs officiels. On garde les mêmes distances au niveau international. Par contre, là, typiquement au niveau de la fédération française, au niveau local, on va réduire un petit peu la largeur du terrain. On va adapter certaines règles. À 9. À 9. Pas à 13. Pas à 13. Voilà. Donc 13, est-ce que vous partagez les terrains avec des clubs de rugby ou justement c'est un... Ouais, le club de rugby à 13 souvent partage les clubs de... En fait, le terrain est le même. Il est juste un tout petit peu plus large à 15 de mémoire, mais globalement les dimensions sont quasiment les mêmes. Donc en fait, sur un terrain de rugby, on peut avoir un club de 13 et un club de 15. D'accord. Voilà. C'est courant ça ? Ouais, ça, typiquement le club où je suis, nous on s'entraîne le mardi et le jeudi sur le terrain, sur un terrain sur Nantes, et il y a un autre club qui vient pour justement s'entraîner, mais le mercredi je crois ou le lundi. Donc il n'y a jamais été question de fusionner les deux fédérations par exemple et d'intégrer vos rugby à 13 et à 9 dans le rugby à 15, dans la fédé de rugby à 15. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des choses comme ça, mais en fait encore une fois le rugby à 13 est très chauvin. Et puis en fait c'est carrément, ce qu'il faut comprendre, c'est ça s'appelle rugby, mais c'est vraiment deux sports différents. On n'est pas sur le même sport et juste le nombre de joueurs qui diffèrent. Là il y a vraiment des règles qui sont différentes, et moi je le vois bien pour avoir fait les deux, rugby à 13, rugby à 15, en fait c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Et non, il y a eu des pourparlers, mais rien de bien concret quoi. Le ballon ovale, ça vient d'où ? Eh ben je ne sais plus. Ça va ? Il faut bien qu'il y ait d'école aussi de temps en temps. Si tu devais expliquer le rugby à 13 à un enfant de 12 ans, ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Il connaît rien, il n'a jamais entendu parler et il ne connaît même pas le rugby à 15. On part du principe, feuille vierge, t'es face à un enfant qui ne connaît pas du tout ce type de sport. Ok, et ben moi je dirais que le rugby, c'est t'as ton groupe de copains et ton objectif c'est de marquer plus de points que l'équipe qui est en face, mais avec tes copains. Globalement c'est ça, avec des règles où t'as le droit, si l'équipe d'en face elle a le ballon, t'as le droit de plaquer, donc de mettre au sol celui qui a le ballon. Par contre derrière il va falloir que tu te replaces à une certaine distance. T'as le droit à 5 chances pour aller marquer, sinon après c'est balle aux autres. Voilà, globalement dans les règles, c'est à peu près ça. 5 chances, c'est pas lié au temps, du coup c'est plus lié à la tentative. Exactement. En fait au rugby à 13, on prône aussi l'égalité des chances, ce qui fait que en fait on a 5 chances pour aller marquer. Si jamais on ne marque pas, c'est balle à l'adversaire. D'accord, voilà. Très bien. Donc il y a pas mal de turnover quand même. Et c'est pour ça que souvent au rugby à 13, il y a un énorme impact mental. Parce que en fait, il peut y avoir des séquences pendant 10-15 minutes. En fait, on va enchaîner le fait d'attaquer, défendre, et c'est au premier qui craque mentalement en fait, qui fait que on peut aller chercher des espaces et aller marquer. Comment se déroule un match ? Comment se fait l'engagement, les changements par exemple, ce genre de choses ? La durée ? Alors la durée, on est sur 2 fois 40 minutes, même principe qu'au rugby à 15. Et après, j'ai oublié le site de le déroulé d'un match, c'est-à-dire le début, comment ça démarre. En fait, au coup d'envoi, on est sur un coup de pied, mais c'est pas comme au rugby à 15 avec un drop. Là, le ballon, il est posé au sol. Il faut tirer. Et en fait, souvent, on l'envoie le plus au fond possible pour avoir le temps de défendre derrière. Une fois qu'on est plaqué, on fait ce qu'on appelle un tenu. Donc, le tenu, c'est tout simplement le fait de se remettre debout et d'envoyer la balle vers l'arrière avec son pied. Voilà, donc c'est ça les 5 chances pour aller marquer. Et en fait, c'est successivement ça, le déroulé du match, une pause à la mi-temps, puis ensuite on est reparti. Est-ce qu'il y a des mêlées comme dans le rugby classique ? Oui, mais la plupart du temps elles sont simulées. On n'est pas sur des mêlées poussées, puisque c'est un aspect qui est vraiment très technique. Et en fait, au rugby à 13, on est plutôt sur de la qualité de joueur individuelle
et de la vision de jeu plutôt que d'aller chercher vraiment la technicité sur de la mêlée notamment. Au rugby à 13, on n'a pas les touches. Vous savez, où il lance et puis il y a des portées. Là, on repart directement où en fait la personne elle touche le ballon avec son pied et ensuite elle fait des passes. Et ça joue. D'accord. Et toi, en tant que pratiquant, dans quels aspects du rugby à 15 tu t'y retrouves pas et qui te manquait par rapport au rugby à 13 ? Moi, c'est l'aspect avoir 5 chances pour aller marquer. En fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que faut vite trouver des solutions et en fait, c'est presque un truc technique et à se dire en fait c'est pas grave si je marque pas sur les 5 là, par contre il faut que je marque, il faut que je gagne un maximum de terrain, comme ça derrière eux quand on sera en défense faut pas qu'ils en gagnent, comme ça on peut regagner, ainsi de suite. C'est une sorte de gagne-terrain finalement. Il y a quelques similitudes avec le football américain et au rugby à 15 ce que j'aimais le moins c'était les rucks, les regroupements de joueurs au sol là. J'ai horreur de ça. J'arrive pas à apprécier moi j'ai vu des joueurs me dire moi j'adore les rucks. Moi je sais pas comment ils font pour aimer ça. J'aime pas du tout. Alors je ne l'ai pas, désolé, la différence entre ruck et mêlée. Un ruck en fait c'est un mêlée et une mêlée pardon, c'est quand il y a un en avant, quand tu fais tomber le ballon au sol, on va avoir une mêlée. Un ruck c'est quand un joueur se fait plaquer, on va poser le ballon au sol et il y a un regroupement de joueurs qui va se faire et en fait l'objectif c'est de garder le ballon. En fait c'est une sorte de mêlée mais ouverte tout le temps quoi. D'accord. Voilà. Et toi, c'est c'est pas un aspect qui m'attire vraiment. Et au rugby à 15, ça joue beaucoup au pied. Moi, je préfère jouer avec le ballon, le faire vivre, mais pas par le pied, plutôt en jouant avec les mains, en ayant une stratégie autre, quoi. À 13, il y a le droit au pied ou pas du tout ? Oui, il y a le droit au pied. Alors souvent, on attend la dernière phase de jeu pour jouer au pied, parce que comme ça permet de gagner un maximum de terrain. En fait, le jeu au pied, c'est souvent quand on n'arrive pas à avancer. En fait, on envoie un coup de pied loin pour avoir le temps de regagner un peu de terrain, de récupérer, et ensuite on défend dans leur zone. Et niveau athlétique, je sais qu'au rugby, en fonction du poste, les joueurs correspondent souvent à des prototypes. Les mecs qui vont être très rapides sur les côtés. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que les piliers, par exemple, généralement, c'est des bons morceaux. Ouais. Est-ce que tu as un peu cet aspect aussi au rugby à 13 ? Ouais, mais beaucoup moins. Parce qu'en fait, même les profils, on va dire plus lourds, il reste très athlétique. C'est lié au fait qu'à chaque fois, en défense, on doit se replacer à 10 mètres. Donc, par rapport au lieu de plaquage. Ce qui fait que du coup, tu as tout le temps ce va-et-vient en défense, où tu montes, tu descends. Ça demande un minimum de cardio. Et c'est ce qui fait qu'en fait, les profils, même pour les plus costauds, c'est quand même assez athlétique. On voit souvent, alors moi je regarde un petit peu le championnat australien, mais des joueurs de 110 kilos, en fait, il se déplace un peu moins bien qu'un ailier ou un centre, forcément, mais il va être capable de tenir tout du long sans être trop fatigué, quoi. Alors que le gars fait 110 kg, il va courir super vite, il va impacter très très fort, là où des ailiers auront plutôt tendance à esquiver les joueurs, voilà. Enfin, il y a tout encore un monde, mais c'est vrai qu'on on le voit un petit peu moins à 13 qu'à 15, cette différence de gabarit. D'accord. Et concernant les aspects physiques purs, qu'est-ce qui est intéressant dans le rugby à 13 en gros, quel type de profil vous allez rechercher des joueurs très rapides, des joueurs très endurants, des joueurs très puissants, explosifs ? En fait, ça demande un peu de tout ça. Le rugby, de manière générale, est un sport qui est extrêmement complet. Parce que effectivement il faut être fort pour aller percuter ou pour plaquer, sauf qu'il faut être endurant pour se tenir tout au long du match, il faut être explosif parce qu'on est sur des très courtes distances, donc en fait pas le choix que d'aller extrêmement vite, rapidement. On va demander aussi aux joueurs d'être agiles, puisque sur des changements de direction forcément ça demande beaucoup d'agilité. Pour être un bon rugbyman, que ce soit à 15 ou à 13, il faut un profil quand même assez complet. Et ça se voit aussi un petit peu plus maintenant. Je sais pas si de temps en temps tu regardes des matchs de rugby, mais la professionnalisation du rugby a fait que maintenant des piliers, ils sont plus avec énormément de masse grasse. Avant, on avait un peu le cliché du pilier qui est bon vivant, bien costaud. Maintenant, on est quand même sur des personnes qui sont costauds, mais qui sont très très musclés, avec des forces vraiment impressionnantes, quoi. Donc des profils plus athlétiques. C'est ça.
On est vraiment, pour moi, les rugbyman, ce sont un peu des athlètes dans le sens où on va leur demander énormément de polyvalence, peu importe le poste. Donc finalement, tu n'as pas trop de différence physique entre les joueurs de rugby et les joueurs de rugby à 13. Ça va plus se jouer après au niveau des règles. Ouais, alors un joueur de rugby à 13 va quand même être globalement plus fin qu'un joueur de rugby à 15. Je parle en comparaison de poste, si on prend un pilier à 15 et un pilier à 13, le pilier à 15, il va avoir tendance à être plus petit, puisque lui, il va pousser en mêlée, donc il lui faut quand même un centre de gravité relativement bas, il faut de la force, voilà. Alors qu'un pilier à 13, en fait, il faut qu'il soit capable de courir vite avec son poids, et des fois sur des longues distances, parce qu'on peut avoir longue 15-20 mètres, on est sur de la longue distance sur des sports avec opposition, et ce qui fait qu'on a des profils qui sont quand même un petit peu plus fins, mais ça reste quand même des gabarits très costauds. Oui, c'est rare en fait, même en rugby à 13, de faire des courses supérieures à 20 mètres. Ouais, non, c'est très rare. Donc moi qui fais de la préparation physique, je prépare surtout les joueurs sur des distances de 10, 15, 20 mètres maximum. J'en propose un petit peu plus aussi si on parle d'aspects spécifiques, notamment sur les joueurs qui sont aux ailes, parce qu'on peut avoir des courses de 30, 40 mètres, mais souvent en fait une percée dans un match où un joueur va faire 80 mètres, c'est une dans un match, et encore, ça arrive pas souvent non plus. Donc si on parle de préparation physique, on est vraiment plutôt orienté sur du sprint à courte distance, vraiment sur tout ce qui est phase d'accélération finalement. D'accord. Et niveau technique, par exemple, technique des passes, est-ce que c'est exactement la même qu'au rugby à 15 ? Oui, après globalement on a des similitudes. Je sais que au rugby à 15 on aime bien faire vriller le ballon, tu sais, quand il tourne. Oui. À 13 on est moins dans ce principe-là, on a plutôt tendance à faire ce qu'on appelle des passes sèches, où en fait la balle elle va pas tourner, par contre elle va être droite, elle va être directe, ce qui fait que quand la personne attrape le ballon, il y a moins de chances qu'elle tombe. Parce que le problème de la vriller, c'est que si le ballon, par exemple, est un peu mouillé, tu as potentiellement plus de chances qu'elle glisse de tes mains. Et quel est l'intérêt du coup de la vriller ? La vriller, par contre, sur des longues distances, c'est hyper intéressant puisque le fait d'avoir une vrille, ça passe mieux dans l'air, ce qui fait que tu peux avoir une plus grande distance. Là où quand tu fais une passe sèche, au-delà de 5-10 mètres, en fait, la balle, elle va partir dans tous les sens s'il y a un petit peu de vent. D'accord. Et en termes de quantité de plaquage qu'on peut retrouver dans un match, est-ce que c'est similaire ou est-ce qu'il y en a un peu plus de contact ? Il y a beaucoup plus de plaquage à 13 qu'à 15, à poste similaire. D'accord. On augmente facile. C'est pas rare de voir une moyenne de 20-25 plaquages sur un match pour un joueur à 13, là où tu peux avoir 8-10 plaquages dans un match à 15. Donc c'est amusant par rapport à ce que tu disais au début, que petit, ce côté affrontement. Ouais. Et au final, en fait, c'est que c'est un affrontement, mais c'est pas un coup, même si tu t'en prends finalement. Mais il n'y a pas cet aspect où en fait j'y vais pour donner un coup. J'y vais pour, en tout cas moi, ma vision des choses, c'est j'y vais pour prendre un espace. J'y vais pour essayer de passer, libérer le ballon derrière ou des choses comme ça. Du coup, je l'appréhende pas du tout de la même manière qu'un sport de combat. Là, actuellement, je me verrais toujours pas faire un sport de combat. Oui, et puis j'imagine du coup, tu prends pas de coups trop au visage, c'est plus. Ça dépend. Ouais. Ça arrive. C'est vache un peu comme dans le rugby à 15. Oui. Il y a toujours. Alors, moi, je te parle juste des échos que j'ai de joueurs de rugby. Je n'ai jamais fait de rugby. Des petits coups qui se mettent dans les mêlées. Bien sûr, ça y en a partout. Quand je te disais que c'était un aspect mental, le rugby à 13, ça arrive souvent, tu te fais plaquer, le mec il vient te charrier un petit peu, peut-être même des fois insulter. Enfin, si tu craques mentalement au rugby à 13 et que tu sors de ton match, derrière les essais ils vont être plus faciles à mettre. En fait, c'est pour ça qu'il faut réussir à rester bien calme, parce que si tu sors de ton match, tu vas vouloir, moi j'en ai vu plein, des mecs qui, dans leur match, ils en sortent complètement. La seule chose qu'ils pensent, c'est aller plaquer, mais hyper fort le mec qui est en face. Sauf qu'ils oublient que c'est pas le bon joueur qu'ils sont censés plaquer, et du coup ça crée des trous et il y a essai derrière. Et c'est vraiment un aspect mental assez compliqué, mais oui, ça se charrie comme dans tous les sports. Il y a au foot, il y a au hand, les sports co, de manière générale, même dans les sports individuels, faut être prêt à se faire un peu taquiner, quoi. Mais moi, pour être plutôt foot, je trouve que dans le foot, c'est souvent malsain. C'est souvent, tu vois, c'est un peu, on va se retrouver à la sortie. Tu vois, ça peut très vite mal tourner. Je vois même, il y a le dernier match que j'ai vu en date,
Il y avait Boy d'ailleurs contre Rosé. Et un des deux coachs s'en est pris virulemment à l'autre. Et on sentait qu'il y avait presque une volonté de bagarre qui dépassait complètement le cadre du sport. Et j'ai l'impression qu'au rugby, et c'est assez paradoxal, il y a des contacts beaucoup plus violents qui pourraient, tu sais, on dit souvent jeu de main, jeu de vilain, qui pourraient faire que les choses s'enveniment. Mais j'ai l'impression qu'on arrive beaucoup plus à garder son contrôle chez les rugbyman que dans le football où les gens sortent vite de leur gond, quoi. Ouais, parce qu'en fait, typiquement, ce qui se passe au rugby, c'est que, alors déjà, je ne critique pas du tout le foot, hein, mais moi je parle vraiment de ma culture sportive rugby, c'est qu'il y a quand même, malgré, voilà, les petites taquineries, il y a quand même cet aspect respect que l'on retrouve énormément, où en fait, à la fin du match, en fait, ce qui se passe sur le terrain, ça reste sur le terrain, et après on oublie. Donc ouais, sur le terrain, des fois ça peut être très très dur, et ça arrive des fois, hein. Moi ça m'est déjà arrivé que avec un gars, voilà, il commence à me chercher un petit peu, et en fait pendant 80 minutes on s'est cherché, pas de coups, juste dans le jeu, on plaquage, percussion, voilà, des fois ça arrive, hein. Moi il m'a mis une grosse percussion, je tombe au sol, je l'emmène avec moi, mais il me dit tu vois, je t'ai mis par terre là. Et en fait c'est des petits coups comme ça qui font un petit peu mal à l'ego, et tu te dis là la prochaine fois tu m'auras pas. Et je pense que finalement au rugby, chose qu'on a moins au foot, c'est que tu te défoules sur la percussion du moment, quoi. Et alors que c'est vrai qu'au foot t'as moins ça. Il y a un côté, j'ai l'impression, plus jeu dans le rugby, où en gros les deux jouent et il y a un respect mutuel où finalement, et ça c'est un truc qu'on entend de plus en plus en préparation mentale qui peut servir au foot par exemple, de se dire que l'adversaire, s'il te met en difficulté, plutôt que de le détester, tu dois apprécier le fait qu'il te mette en difficulté parce qu'il te permet de te surpasser et te permet de progresser. Ouais, c'est ça. Typiquement, moi, les matchs où j'ai pris le plus de plaisir, c'est quand mon vis-à-vis était meilleur que moi. Parce que du coup, toujours, alors, je prétends pas être très bon joueur, mais en fait, quand ton vis-à-vis en face de toi, tu sais que dès lors où il va avoir le ballon, il va te mettre en difficulté, en fait, derrière, c'est hyper challengeant. Et il y a un peu ce stress, cette petite boule au ventre de se dire, il va avoir le ballon là, ouf, va falloir que j'agisse vite, et du coup, faut vite prendre des décisions, parce que, au rugby, tu te fais déborder, derrière c'est le bazar et il faut tout remettre en place, c'est hyper compliqué. Donc ça met un peu de pression. Ouais. Et pour parler de niveau, il y a deux problématiques qui me viennent à l'esprit du fait qu'il n'y ait que 20 000 licenciés dans le rugby à 13. C'est la première, si tu veux débuter un peu tardivement, est-ce que tu risques pas d'être un peu gêné du fait qu'en fait tu as beaucoup de retard sur les autres? C'est-à-dire qu'il y a finalement, dans le football, il y a tellement de divisions que tu sais que tu pourras toujours trouver une division où tu pourras t'épanouir à ton niveau. Alors que là, je me dis, s'il y a moins d'équipes, tu peux potentiellement plus facilement avoir des équipes qui survolent et d'autres équipes qui sont carrément trop faibles. Et donc, pour trouver sa place en tant que nouveau pratiquant, est-ce que c'est pas un peu difficile? En fait, la problématique de ça, c'est pas... Alors, oui, ça va être un problème, mais le truc, c'est qu'il y a tellement peu de clubs que, imaginons, on va prendre l'exemple d'ici, le seul club qui a une catégorie adulte, c'est le club où je joue, donc le Nantes Rugby 13. Le problème, c'est que si quelqu'un débute, nous on est au premier niveau puisqu'on a relancé l'équipe, mais imaginons on était sur un niveau national, enfin national haut niveau, en fait la personne elle aurait pas d'autre club où aller, donc elle serait forcément bloquée. C'est soit elle joue avec nous à haut niveau, soit elle ne joue pas. Donc c'est ça la vraie complexité, je trouve, du rugby à 13, c'est que tu peux pas avoir le choix, effectivement. En fait, t'as ton club qui est à proximité, tu joues là-bas, mais du coup derrière, soit si t'es à haut niveau, du coup si tu débutes, tu fais pas de feuille de match, soit en fait t'es sur un groupe qui est vraiment très débutant et prenez des toises tous les week-ends, quoi. Oui, d'accord. Ça peut être ça aussi. Là, on relance nous une équipe senior. Le problème est que, c'est chouette parce qu'on a beaucoup de nouveaux, mais la complexité, c'est qu'on a un mix entre nouveaux et anciens, et du coup pour l'entraîneur, c'est dur de jauger les entraînements, parce que ce qui va être stimulant pour les nouveaux, pour les anciens, c'est quelque chose qui est déjà vu. Alors une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal, sauf que quand on repart vraiment de zéro, il y a un côté un peu frustrant aussi.
D'accord. Et les nouveaux pratiquants que vous avez, est-ce que c'est des gens qui arrivent de rien, c'est-à-dire pas du tout de pratique du rugby, ou c'est plutôt des mecs du rugby à 15 qui cherchent autre chose? Il y a un petit peu des deux. Nous, on arrive aussi à recruter pas mal d'étudiants, donc qui sont là, ne serait-ce que sur 1 ou 2 ans, qui ont fait un peu de rugby dans leur coin, ou alors justement, ils se disent, bah là, je suis sur Nantes, j'ai pas de, enfin, je connais personne, donc mon moyen pour trouver du monde, bah, c'est de faire un sport un peu co, et là, souvent, le rugby à 13, bah, on arrive à trouver du monde un peu comme ça. Ah, et avant d'amener la deuxième problématique qui me venait à l'esprit, donc c'était la problématique de te dire, en fonction du niveau de ton équipe, bah, tu disais tout à l'heure, tu peux te retrouver à aller super loin. Et par exemple, si tu es au niveau national, bah, j'imagine que les distances elles sont monumentales. Ouais. Et à l'inverse, de toute façon, même un club qui débute, bah, peut-être qu'il n'y a pas de club débutant dans les parages et qu'il va être également obligé d'aller super loin pour trouver un autre club débutant à affronter. Bah, nous, l'exemple typique, le week-end dernier, donc nous, on est au premier niveau. En fait, c'est un niveau national forcément, mais on est au premier niveau. Il y a 2 poules. Donc on va dire que c'est National 3, tu as la poule ouest, la poule est, et bah, le voyage le plus proche c'est dans le Lot-et-Garonne, c'est à 4h30 de route d'ici. Donc ça reste quand même assez conséquent. Et le plus long, donc on y a été le week-end dernier, c'est à côté d'Albi. Donc en fait dans la journée, juste pour aller là-bas, on est parti à 6h du matin, on est arrivé à 14h. Voilà. Ok. Et combien d'équipes dans une poule? On est sur 6 équipes. Ouais, donc c'est peu de matchs dans la saison ou on affronte plusieurs fois les mêmes équipes? C'est des matchs aller-retour et après il y a les phases finales. Et donc en fait pendant les phases finales on rencontre des équipes de l'autre poule. Donc vous avez des week-ends off? Oui, en gros c'est un match à peu près toutes les 2-3 semaines. D'accord. Donc par contre ça je trouve que c'est une bonne chose parce que ça te laisse du temps aussi pour toi. Là où dans des clubs de rugby ou de foot, bah t'as un match tous les week-ends. Bah là, tu as plus de temps pour toi aussi. Ce qui, en soi, moi, je sais que ça plaît à certains joueurs. Parce qu'ils se disent, bah ok, j'ai envie de faire du rugby, mais pas tous les week-ends non plus. Donc en fait, le peu de matchs qu'on a, bah ils essayent d'être présents, quoi. Par contre, en termes de budget pour le club, c'est les joueurs qui payent les déplacements ou c'est les clubs? C'est le club. Alors le club, chaque année, il faut qu'il trouve des sponsors. Mais du coup, on ne paye pas les déplacements. Là, on s'est tous mis d'accord sur le fait que le week-end dernier on dorme sur place. Donc là par contre on a décidé de payer un logement. Mais le club qui recevait nous a fait un prix, trouver un logement, etc. Mais sinon non, c'est le club qui paye de sa poche. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se structurent les différents championnats? Parce que tu parlais là du coup, finalement quand tu débutes et tu crées une équipe, tu es directement en national. Donc là tu disais national 3. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme niveau au-dessus? Est-ce qu'il y a une structuration, comme il y a peu de licenciés, à l'échelle européenne pour professionnaliser? Ouais. Est-ce qu'il y a des équipes professionnelles en France? Alors je te donne beaucoup de questions, oui, t'inquiète, je vais développer. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes professionnelles en France? Est-ce qu'il y a des mecs qui gagnent leur vie que par le rugby à 13? Voilà, je te laisse... Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en gros 5 divisions. Au sein de la Fédération française de rugby à 13. Donc on a la Nationale 3, Nationale 2, Nationale 1. Ça donne l'équivalent en gros de, on va dire, départemental, régional, national. Voilà. Derrière, on a ce qu'on appelle l'élite, donc l'élite 2, et ensuite l'élite 1. Donc à partir d'élite 2, on commence à avoir des joueurs qui sont payés. Voilà. Qu'on peut considérer comme étant des semi-pros du coup, puisque ils sont pas à temps plein dans les clubs. En élite 1, on va avoir quelques joueurs qui sont à temps plein et des semi-pros. Voilà. Globalement, ça se répartit un petit peu comme ça. Et ensuite, on a la division encore du dessus, c'est la Super League. Et en fait, la Super League, c'est une division anglaise. Et même avant ça, pardon, je dis une bêtise, on a la Championship. En gros, Championship et Super League, c'est deux fédérations, enfin c'est deux poules anglaises qui peuvent accueillir des équipes françaises. Et il existe 2 clubs du coup qui vont dans ces championnats-là. On a Toulouse qui eux vont en Championship, et ensuite on a Perpignan, donc les Dragons catalans, qui eux vont en Super League. La Super League étant le plus haut niveau, en tout cas en Europe. C'est la NBA du rugby à 13. En tout cas en Europe. C'est la NBA du rugby à 13, ce serait la NRL qui est en Australie. Et là vraiment pour le coup c'est spectacle. C'est impressionnant. C'est une autre dimension. C'est vraiment une autre sphère.
C'est des ligues fermées ou c'est des ligues... c'est-à-dire que c'est eux qui invitent des gens à venir de l'extérieur comme la NBA? Oui, en gros, c'est ça, ouais. C'est ça. Et en fait, la particularité de la Championship et de la Super League, c'est qu'ils n'acceptent que des équipes avec des joueurs professionnels. Voilà. Donc là, c'est vraiment par rapport aux autres niveaux que nous, on peut avoir en France, où même des amateurs peuvent jouer en Elite 1, c'est possible, pas en Super League, dans le Championship. Elite 1, Elite 2, combien d'équipes à peu près par championnat? On est sur 12 équipes en Elite 1 et 12 équipes en Elite 2. Ok. Voilà. Oui, donc c'est quand même intéressant. Oui, il y a quand même des choses qui sont mises en place qui sont plutôt intéressantes. Mais c'est souvent les mêmes équipes. Et pareil, hein, on n'est pas sur un Paris, Nantes ou des choses comme ça. On est plutôt sur Limoux et Carcassonne en finale, quoi. Donc on est vraiment, encore une fois, sur un sport de niche. De niche, exactement. Ok. Et en termes de niveau, la Super League, tu m'as dit. Ouais. Est-ce que c'est comparable, par rapport au championnat australien, par exemple, est-ce qu'il y a un gros gap de niveau? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, les Australiens, ils marchent sur tout le monde. Au rugby à 13, c'est que ce soit en catégorie masculine ou féminine, hein, puisqu'on n'a pas trop abordé cet aspect féminin, mais ils marchent sur tout le monde. Voilà, c'est souvent eux. De toute façon, c'est soit eux, soit Nouvelle-Zélande qui sont champions du monde. L'Angleterre, c'est déjà arrivé aussi, mais globalement, ça se bat entre ces trois pays-là. Et donc on a la NRL, ensuite on a la Super League, la Championship, et puis en dessous, bien en dessous, on a la Fédération française de rugby à 13, quoi. Et la NRL, c'est combien d'équipes? On est sur 16 équipes, je crois. Ok. Et là-bas, il y a un deuxième niveau, j'imagine? Enfin, il y a NRL 1, NRL 2... Ouais, c'est l'équivalent. Alors, c'est pas exactement ces noms-là, je me rappelle plus du nom. Mais oui, t'as la NRL et en dessous, t'as un niveau... et en fait, là, c'est que des joueurs professionnels, quoi. Et là, c'est que des équipes australiennes, ils ne peuvent pas accueillir des clubs... Ils accueillent des équipes australiennes, néo-zélandaises, des îles Cook aussi, je crois, et fidjiennes. D'accord. En gros, la NRL, c'est un championnat, on va dire le championnat Océanie, quoi. Avant d'en venir au rugby à 13 féminin, justement, parce que tu nous as amené dessus, je finis un dernier point, c'est du coup, est-ce que c'est possible de faire des compétitions internationales, sachant que, comme tu dis, ils survolent les Australiens, donc c'est-à-dire que si tu fais une Coupe du Monde, est-ce que c'est pas un peu couru d'avance le résultat final? Si, souvent, ouais. Il y en a quand même des Coupes du Monde? Oui, il y en a quand même. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et la France, ce sont un des rares pays qui payent leurs joueurs en sélection nationale. Donc, qui ont des joueurs professionnels, on va dire ça comme ça. Parce que les autres clubs, les autres pays n'ont tout simplement pas les moyens. La fédération de rugby à 13 n'étant pas une priorité pour certains pays, ce qui est normal, hein, on a d'autres sports qui sont un petit peu plus mis en avant. Voilà, c'est ces quatre pays-là, et pourtant, la France a du mal à passer les quarts ou demi-finales, quoi. Enfin, ils sont jamais allés en finale de championnat du monde, ils n'ont jamais gagné aucune coupe du monde, et voilà. Là où en rugby à 15, on brille un petit peu plus. L'Afrique du Sud, pas du tout, du coup, en rugby à 13? L'Afrique du Sud, pas du tout. Là, les meilleures équipes actuellement, ce serait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, Fidji et les îles Cook. Voilà. D'accord. Et la France, c'est rigolo. Alors, j'ai fait des petites recherches avant l'interview. J'ai vu que en France, ça avait été interdit le rugby à 13 sous le régime de Vichy. Exactement. Pourquoi? Parce que question de politique, où justement des politiciens étaient pro rugby à 15, vraiment à fond dedans, et ils en ont profité pour interdire le rugby à 13 en France. Et du coup, le rugby à 13 ne s'appelait plus rugby à 13, mais s'appelait jeu à 13. Et c'est pour ça que des fois, alors moi ça m'arrive d'en entendre, mais beaucoup de gens parlent de jeu à 13. Mais non, c'est pas du jeu à 13, c'est du rugby à 13. D'accord, voilà. Amusant. Et du coup, c'est quand même la France, le deuxième pays européen finalement, le plus impliqué dans le rugby à 13. Oui, tout à fait. En fait, à partir des années, je crois que c'est vraiment dans les années 2000 où ils se sont relancés à fond. Et comme c'était de nouveau autorisé de faire du rugby à 13, en fait, ils en ont profité. Et ils ont redynamisé parce que le rugby, on est quand même, en France, on est une terre vraiment foot, mais on a quand même de l'ADN au rugby, voilà, de par plein de choses, mais historiquement, on a quand même beaucoup été présent dans le rugby, et le rugby à 13, on fait partie aussi.
D'accord. Et en termes féminins, du coup, maintenant, qu'est-ce qui est mis en place? Alors déjà, s'il y a que 20 000 licenciés, souvent on va pas se mentir, c'est plus difficile de trouver des féminines que des garçons pour les sports de ce type de contact. Comment vous faites au niveau de la ligue? Est-ce que le club de Nantes a une section féminine? Alors, il y a un moment où le Nantes Rugby 13 avait une équipe féminine, mais en fait, ça s'est essoufflé. Et c'est compliqué de faire venir des féminines dans le secteur du rugby à 13, notamment par les déplacements, on en revient toujours au même. Mais comme on a très très peu de clubs, déjà qu'il y a très peu d'équipes seniors masculines, féminines, c'est même pas la peine quoi. C'est trop. Enfin, il y a, je crois, il y a trois niveaux, donc l'équivalent du national, et ensuite on est direct sur Elite 2, Elite 1. Et en fait, les déplacements, ils sont monstrueux, quoi. C'est vraiment, je vais d'un bout à l'autre de la France, c'est très compliqué. Et après, c'est la même logique de partir en Angleterre, puis si t'es encore plus fort, d'aller jouer en Australie. C'est ça, exactement. Et là, de plus en plus, alors j'ai vu récemment notamment que les Dragons catalans, donc Perpignan, essayaient de dynamiser un petit peu le rugby féminin, et ils ont ramené des joueuses d'Australie en France, donc avec des contrats. Ils essayent de mettre en place une dynamique pour attirer un petit peu plus, mais ça reste quelque chose de compliqué, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur de développer cet aspect-là du rugby à 13? Est-ce que chez les jeunes, vous mettez en place la mixité pour contrer Ouais, bien sûr. Pas comme dans le foot, je sais que jusqu'à un certain âge, on fait la mixité parce que c'est pareil, dans un petit club de petit village, tu trouves pas toujours assez de féminines pour faire toute une équipe. Donc tu mixes garçons-filles. Et si les filles survolent vraiment... J'ai eu le cas même au niveau régional quand j'étais à Carquefou au foot en U14, il y avait une féminine au club de, si je dis pas de bêtises, Laval. Okay. Je crois que c'était Laval. Et donc là, comme elle survolait vraiment en termes de niveau, elle avait une dérogation pour lui permettre de jouer avec les garçons pour pouvoir progresser et s'épanouir à un niveau qui était le sien en fait. Nous au rugby à 13, ce qui est fait, c'est que les joueurs sont mixtes jusqu'à U15. Et ouais, bien sûr, c'est hyper important de développer le sport. Jusqu'à U15 ? Ouais. Ah, ça peut faire des grosses différences physiques. Ouais, tu commences à avoir des belles différences de physique. Après, souvent, ça se passe... moi, pour le coup, quand j'étais entraîneur dans les catégories U15, j'avais aussi des féminines. Et en fait, ça se passait très très bien. Parce que elles se donnaient tout autant que les gars, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Là où ça devenait un petit peu compliqué, c'est que on commence à avoir des différences entre garçons et filles. Du coup, le fait de se mélanger, des fois, ça pouvait être un petit peu compliqué. Mais globalement, oui, c'est plus l'aspect social qui pose problème. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Que l'aspect rugby en lui-même. Ouais. Et ouais, bien sûr. Alors moi, je ne suis plus entraîneur, mais quand moi je l'étais, c'était vraiment une de mes missions, hein, c'était vraiment de développer le rugby féminin, en tout cas dans le secteur en Loire-Atlantique. Et ça passait par des initiations dans des écoles, ça passait dans des initiations, alors écoles publiques, primaires, collège, lycée, etc., école sup. Et ça passait aussi d'initiation d'entreprise. Mais c'est quelque chose qui est assez dur puisque les clichés du rugby font que les filles et les femmes ne voulaient pas forcément se faire mal, se blesser, parce que il y a toujours plein de clichés qui font que il y avait des freins à faire du rugby. Le bon compromis, c'est de le faire qu'on a eu, nous, c'était de faire en loisir, à toucher. Là, dans la section loisir, actuellement, si je dis pas de bêtises, on a donc au total 16 licenciés et je crois que la moitié sont féminines. Donc ça fait un bon compromis parce qu'il y a quand même le plaisir de pratiquer le rugby, mais sans le risque de plaquage. Voilà, ce qui est vraiment un frein. Au-delà de l'appréhension de prendre des coups, et d'ailleurs qu'on peut aussi avoir chez les garçons assez facilement quand on n'a jamais fait ce type de sport, il y a le côté... Tu vois, par exemple, je donne un exemple tout bête, moi j'aime bien les sports de combat, j'aime beaucoup regarder, mais je sais que quand j'en ai fait dans ma vie, j'aimais bien que ma première et deuxième année de pratique en club, l'entraîneur, il y a une pédagogie de d'abord m'apprendre la technique avant de tout de suite me mettre en situation où tu sais que tu vas te faire cartonner parce que toi tu débutes, le mec en face il a de l'expérience.
Et par exemple, j'ai eu un peu de mal avec ça dans le jiu-jitsu brésilien où le club où j'étais, très vite, on se mettait en situation face à des mecs qui avaient des ceintures. Et donc, en fait, au-delà de l'aspect, c'était logique que le mec en face était meilleur, mais que du coup, tu prenais aucun plaisir parce que tu ne savais même pas ce que tu pouvais mettre en place pour te défendre. Oui. Et là, au rugby, je pense à la même chose. C'est, moi, par exemple, j'ai pas forcément peur du contact, mais je me dis, si je vais faire du rugby, j'aimerais bien d'abord savoir comment bien jouer techniquement et tactiquement pour prendre du plaisir. Et une fois que j'ai ça, d'accord, il n'y a pas de problème pour me faire... mais effectivement, le touch là-dessus est un bon... Ouais, c'est un bon compromis parce que effectivement, en fait, tu vas avoir une opposition, mais tu seras pas avec la dureté du plaquage ou les choses comme ça. Et je me rappelle que quand on avait une équipe féminine, donc il y a 2-3 ans, la plupart des filles venaient d'abord du touch et ensuite elles ont intégré l'équipe à plaquer. Et c'est sûr qu'il y a un aspect rassurant, même pour des loisirs masculins. Nous, on a eu plusieurs fois le cas de personnes qui se sont dit, d'abord, je veux apprendre à jouer et après, je me mettrai à plaquer. Et dans ces cas-là, oui, pas de souci. Tu viens en loisir, t'apprends à jouer, t'apprends les règles de base et derrière, on t'apprendra à plaquer au fur et à mesure pour que, quand tu te sens prêt, tu viennes jouer en compétition. Et touch, c'est ballon perdu dès qu'on te touche ou c'est... Non, c'est même règle. 5 chances pour aller marquer. Et en fait, on touche avec les deux mains. Et voilà, on se replace à 10 mètres en défense. Et ça joue... c'est les mêmes règles, c'est juste qu'au lieu de plaquer, ça a touché. D'accord. Alors, je me rappelle que tu nous avais fait une petite initiation, parce qu'on avait passé ensemble notre BPGEPS au Sable d'Olonne. Ouais. Et Samuel nous avait fait une petite initiation rugby touch. Et pas toujours facile, des fois, avec des garçons... un peu pas très mature, Oui. de s'en tenir au touch, ça peut un peu déraper. Ça peut très vite déraper. Après, ça va au club, ça se passe plutôt bien, mais souvent les débutants, la difficulté, c'est le repère dans l'espace, parce que on est sur des personnes qui, en fait, on nous apprend toujours, que ce soit au foot, au hand, au basket, que en fait, tu peux faire une passe devant ou une passe derrière. Au rugby, on te dit, tu fais une passe devant, c'est une faute. Et en fait, tout le repère dans l'espace, le fait de comprendre qu'il faut faire la passe soit sur le côté, soit derrière, mais en même temps, il faut être prêt à se replacer parce que si tu restes devant, on peut pas te faire la passe, ça met un peu de temps à se mettre en place. Et il y a un aspect vraiment, je pense que c'est aussi un frein qui fait que le rugby peut avoir du mal de temps en temps à décoller, c'est que ça reste quand même très technique et perturbant dans les repères dans l'espace. Et au niveau médiatique, du coup, comment on peut regarder du rugby à 13 ans? En fait, c'est ça la question. Si demain j'ai envie d'être convaincu d'aller en faire, ça peut être bien quand même que j'en vois à la télé pour me donner envie d'en faire. Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe? Donc là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les saisons, elles sont à l'inverse. Celles qui sont médiatisées, elles sont à l'inverse. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas médiatisées de novembre jusqu'à mars, en fait, de novembre jusqu'à février, c'est leur trêve que nous on pourrait avoir d'été. C'est la trêve d'hiver et ensuite c'est diffusé. Et où est-ce qu'on peut retrouver ça? Et globalement sur beIN Sport, sur YouTube, il y a des matchs qui peuvent être mis. On a aussi sur la chaîne L'Équipe, de temps en temps il y a des matchs. Et sur un plan un peu plus local, donc là il y a des matchs tout au long de l'année. Vous pouvez regarder TV Occitanie. Sur TV Occitanie, il y a les matchs de l'élite 1. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu le haut niveau français, c'est ça. Et le haut niveau australien, là, le championnat la NRL du spectacle? Là, on est plutôt sur beIN Sport. Ok, mais en France, on peut le voir du coup. On peut le voir en France, donc sur beIN Sport, ou alors faut regarder sur YouTube ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu supportes une équipe? Moi, j'aime beaucoup. Alors en Super League, j'aime bien les Dragons catalans. Voilà, je supporte les Dragons catalans. Le côté un peu chauvin, le côté français. Oui, je l'avais compris. Mais par contre, à un moment, il y avait Toulouse et les Dragons catalans qui étaient dans la même, qui étaient en Super League. Et j'avais plutôt penché pour Toulouse parce que j'aimais bien les joueurs qui étaient dedans. D'accord. Donc tu connais bien. Alors par exemple, si tu peux nous donner un nom d'un joueur français qui est un peu une star, peut-être même qui joue dans le championnat australien. Alors il y en a pas. Il n'y a pas de joueurs français qui partent. Souvent, c'est en Angleterre qu'ils vont. Là, je vois par exemple, il y a un joueur qui joue en équipe de France, qui s'appelle Justin Sangaré, qui joue pilier.
monstrueux. Bon, lui, il est incroyable. Et typiquement, ça fait partie des joueurs qui font partie des meilleurs en France, mais ils vont pas en NRL. Il y a eu, alors moi de mémoire, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai vu qu'un joueur partir en NRL, mais c'est tout. Un joueur français. Parce que je fais une remarque comme ça, mais pour un étudiant par exemple qui soit très très fort au rugby à 13, ça pourrait être un super voyage linguistique de partir. Et en fait souvent c'est ce qu'ils font. Moi j'ai un joueur qui est parti, donc je l'ai formé, il est parti en pôle espoir à Salon de Provence. Il a failli faire une sélection avec l'équipe de France U19 et en fait le failli a fait que ça l'a un peu dégoûté. Dans le sens où il voulait voir d'autres choses, et ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti en Angleterre, lui, sur 1 mois pour parfaire son rugby et en plus de ça, s'améliorer en anglais pour potentiellement plus tard devenir joueur pro ou semi-pro. Et souvent, il y a des joueurs qui font ça. Typiquement, ce week-end, le week-end dernier, j'ai joué contre un gars qui a passé 1 an en Australie à voyager et à s'entraîner avec des clubs de rugby à 13 australiens. Donc une super expérience pour lui, on a pris le temps d'en discuter à la fin du match, c'est trop chouette quoi. C'est vraiment ce genre de séjour, je pense que tu t'en rappelles toute ta vie quoi. Super intéressant en tout cas. On va arriver à la fin de l'épisode, là je vais te poser des questions un petit peu plus conclusion un petit peu toi par rapport à ton expérience et tout. Qu'est-ce que le rugby t'a appris sur la vie ? Qu'il faut se battre. Qu'il faut rien sens littéral ou... non, pas avec les points. Il faut jamais rien lâcher, qu'il faut se donner pour atteindre ses objectifs, pour vraiment faire ce qu'on veut. Le rugby, moi, m'a vraiment appris ça. Vraiment le fait de se battre, de rien lâcher, tout en respectant les autres, bien évidemment. Et c'est vraiment les valeurs que mon premier entraîneur, en tout cas, m'a inculqué. Et là-dessus, j'en remercierai jamais assez. Il a été vraiment un modèle sur... en tout cas au début de mes années rugby et depuis j'ai toujours gardé ces principes-là. Est-ce que ce sport tu considères qu'il t'a transformé humainement ? Oh bien sûr. Sans le rugby actuellement je ne sais pas ce que serait devenu ma vie et j'ai même pas envie de le savoir parce que vu tout ce que ça m'a apporté, je sais que on compte pas les blessures mais je sais que pour rien au monde je voudrais changer ça quoi. Ça a vraiment transformé ma vie. Quel message tu transmettrais à quelqu'un qui hésite à se lancer ? Faut pas hésiter, faut se lancer. Il y aura toujours des gens pour apprendre à faire les choses correctement. Donc c'est pour ça que ce soit dans le rugby ou de manière générale, faut se dire faut tenter plutôt que d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait. Mais moi je vous donne un exemple, je peux avoir très envie de faire un truc et ne pas y aller parce que je ne sais pas trop comment les contacter, tout ça. Donc toi là, si demain, s'il y a quelqu'un qui voit la vidéo là, et un jeune qui se dit moi j'irais bien faire du rugby à 13 mais j'ose pas aller directement au club, m'y rendre, comment il peut vous contacter ? Qu'est-ce qu'il peut... Directement sur les réseaux sociaux. Comme les réseaux sociaux, on sait que c'est un facilitateur sur la communication. En fait, faut pas hésiter à envoyer un message. En plus, je sais qu'au club, on est assez réactif sur les réseaux, donc faut pas hésiter. Réseau, mail, même juste un appel, puisqu'il y a le numéro aussi. Rappelle le nom du club là. Il faut juste noter le Nantes Rugby 13 et derrière, en fait, il y a toutes les infos pour justement contacter le club. Quand est-ce qu'il y a un prochain match à domicile si quelqu'un veut venir te voir ? C'est samedi. Samedi là ? Prochain, le 31. Ok. À quelle heure ? C'est à 15h. Et c'est où le stade ? C'est le stade Michel Lecointre, donc vraiment sur l'île de Nantes. Ok, si des personnes veulent aller voir à quoi ressemble un match de rugby à 13 en direct, n'hésitez pas. En plus bonne ambiance pour le coup et ça sans nous jeter de fleurs à Nantes, chaque club qui fait le déplacement, il trouve qu'on a une super ambiance, qu'on accueille très très bien et donc voilà, faut pas hésiter à venir nous voir. Et nous, pareil, on remercie les spectateurs à chaque fois et puis on fait en sorte de discuter un petit peu avec tout le monde, donc c'est chouette. Sympa. Où est-ce qu'on peut suivre toi ton parcours ? Du coup, j'imagine que peut-être sur les réseaux aussi, tu développes en tant que coach sportif. Ouais, alors là, il faut que je me repenche vraiment dessus, mais c'est dans les projets, effectivement. Moi, sur ma page d'éducateur sportif, donc c'est le coaching by Sam. Et sinon, Samuel Dion directement. Instagram. Ouais, c'est ça, sur Instagram. Ok. Petite parenthèse aussi, tu parlais, donc c'est un truc qui pour moi est assez important de le dire par rapport au fait que tu as eu la problématique du surpoids et du regard des autres et tout ça.
Là, imagine, il y a le Samuel de l'époque surpoids où tu savais pas que le rugby à 13 existait, qui regarde ou un jeune qui se dit ah, j'admire les mecs comme ça qui sont grands, musclés, parce que moi je le suis pas actuellement. Quel message tu dirais à ce garçon face caméra en regardant, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver qu'est-ce que le sport peut lui apporter, lui faire appartenir à un truc vraiment fort et l'aider tout simplement à changer son regard sur lui et à se sentir bien dans sa peau. Je pense que je lui dirais qu'il faut pas hésiter, qu'il faut foncer, faire du sport, que forcément ça va être dur, qu'il y a des moments où ça va aller, il va y avoir des moments de doute, mais il faut pas hésiter, il faut rien lâcher et c'est comme ça qu'il verra la progression et voilà, déjà ce sera pas mal. Top. Petite conclusion du coup, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette interview et si les gens ont des questions, est-ce qu'ils peuvent t'écrire directement via tes réseaux Alors oui, ils peuvent, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils retiennent du rugby à 13 de manière générale ? Que c'est un sport qui mérite d'être regardé puisque en fait on est vraiment sur un aspect spectacle avec en fait des phases de jeu assez intenses. Il y a beaucoup d'actions, ça enchaîne pas mal. Il n'y a pas de phase trop redondante. Donc voilà, en fait le but c'est de regarder, mais c'est aussi s'il y a des gens qui sont intéressés à venir essayer de jouer, ce sera avec grand plaisir que nous, en tout cas à Nantes, on les accueillera. Et je pense que dans tous les autres clubs c'est pareil. Et s'il y a autre chose qu'il faut retenir aussi, c'est te remercier toi pour le fait de promouvoir le rugby à 13 à ton échelle ici, c'est chouette. En tout cas, merci Samuel d'avoir participé à cette interview, c'était très intéressant. On retrouvera peut-être Samuel sur un projet futur de podcast prépa physique. Oh là là. Où là on rentrera plus dans les détails. Avec grand plaisir. Mais au plaisir de t'avoir reçu et puis bonne saison, bonne continuation pour ta saison. Merci et merci à toi de m'avoir accueilli du coup. Merci à tous de nous avoir regardés, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.